Prêt pour l'impact, c'est le grand entretien de l'émission. C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois Sylvain Raymond. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général du mouvement Les entreprises s'engagent, qui a été créé en 2018 à l'initiative de l'Élysée, à l'initiative d'Emmanuel Macron, soutenu par le ministère du Travail. Alors, c'est d'abord un projet politique. Ah, c'est une nouvelle vision politique. Ouais. C'est le fait de se dire que l'État ne peut plus seul prendre en charge toutes les urgences sociales, sociétales et environnementales du moment. Alors en 2018, on commence à penser cela et en fait, on se rend compte que c'était plutôt bien vu parce que le temps passe et les crises s'enchaînent effectivement. Donc c'est cette vision que l'État et les entreprises doivent plus travailler ensemble à la résolution de ces problématiques. Voilà. Donc c'est plutôt une philosophie sociétale, j'ai envie de dire, qui d'une certaine manière rassemble des positionnements politiques de tous bords. C'est vraiment l'objet de la réconciliation entre ces mondes. Est-ce que les entreprises s'en sont très vite emparées d'une certaine façon ? Alors très Ou est-ce qu'il y a eu un peu de réticence, on se dit oh là là, c'est quoi cet objet politique là qu'on nous propose ? Non, elles s'en sont emparées justement parce que très vite le projet s'est ancré dans les territoires. Ouais. Sur une vision de société qui est que l'entreprise a un rôle à jouer pour la société et doit prendre toutes ses responsabilités aux côtés de la puissance publique. Et donc très vite se sont structurés à l'échelle des départements, des clubs départementaux qui sont animés par un référent de l'État et un dirigeant d'entreprise bénévole. Et ces coalitions locales, c'est vraiment l'ADN et l'ancrage de la communauté. Aujourd'hui, c'est plus de 700 personnes qui animent, qui coordonnent les 1500, 2000 actions de la communauté à l'échelle des territoires. On est passé entre 2022 et 2024 de 30 000 à 104 000 entreprises aujourd'hui dans la communauté. Les entreprises s'engagent. Donc on voit qu'il y a un mouvement de 70 000, j'avais des vieux chiffres. Ça progresse. Vous êtes arrivé à la direction en 2022, c'est ça ? Exactement, avril 2020. Et alors, comment vous expliquez cette croissance rapide, en quelque sorte ? C'est que ça correspondait à un besoin des entreprises pour lesquelles ces sujets d'impact, qu'elles y soient prêtes ou non d'ailleurs, était relativement complexe. La responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises, c'est beaucoup d'obligations, beaucoup de contraintes, alors qu'en fait, en France, on a développé un champ de la proactivité qui est très intéressant et qui est vraiment vecteur de performance pour l'entreprise. C'est quelle taille d'entreprise ? C'est toute taille d'entreprise. Il y a des grands groupes, 96%, des grands comptes et des PME ? 96% sont des TPE-PME. On a quasiment toutes les grandes entreprises de France dans cette communauté. Okay. Et puis, bien sûr, une surreprésentation des ETI, dont les partenariats qu'on peut nouer avec le mouvement des entreprises de taille intermédiaire notamment. Mais toutes ces entreprises s'en sont emparées parce qu'on a simplement fait quelque chose qui est de l'ordre du bon sens, qui est de simplifier tous les dispositifs qui préexistaient ou qui existaient dans l'État et qui correspondaient aux besoins de ces entreprises. Donc très vite, en simplifiant les choses, on a créé des effets, des mouvements de mobilisation autour de ces dispositifs. Ça rejoint la loi Pacte. Complètement. Ce sont deux objets qui se nourrissent, qui sont complémentaires, qui se marient avec des entreprises qui ont défini leur raison d'être, qui pour certaines sont devenues entreprises à mission. Ensuite, les deux initiatives étaient parallèles, étaient complémentaires. Au moment où on réfléchit justement à la loi Pacte et à consacrer le rôle de l'entreprise dans la société avec l'intérêt social, la raison d'être, l'entreprise à mission, c'est les prémices des entreprises s'engagent. Et je trouve que la complémentarité est très intéressante, c'est que la loi Pacte fixe le cap, la vision du pays sur l'entreprise, avec un écosystème en France, un panel de dispositifs qui permet à tous les dirigeants d'entreprise, quelle que soit la taille, d'exprimer une responsabilité sociale, sociétale, environnementale la plus complète possible. Nous, on est simplement le véhicule en complément qui va accompagner l'entreprise d'où qu'elle vienne, d'où qu'elle parte en termes de maturité, le plus loin possible sur le chemin d'engagement. Mais c'est peut-être un peu moins contraignant. Enfin, quand on veut devenir entreprise à mission, ça veut dire qu'on inscrit sa raison d'être dans ses statuts. Voilà, c'est peut-être un peu moins contraignant d'intégrer la communauté des entreprises s'engagent. C'est pas du tout contraignant. C'est-à-dire que nous, quand on rejoint la communauté, à travers notamment la plateforme, on demande à ce que l'entreprise prenne au moins 2 engagements parmi les 12-13 thématiques qu'on propose. D'accord. C'est les premières marches de l'escalier de l'entreprise engagée. Et puis, en fait, au fil des ans, on a des entreprises qui progressent. Et nous, notre vocation, c'est de faire en sorte que d'année en année, on passe de 2 à 3, à 4, à 10. Quoi. Exactement. Et on a effectivement des entreprises qui, des années après, vont se poser la question de mettre la raison d'être dans les statuts,
voire de se transformer en entreprise à mission. On a pas mal de trajectoires comme celle-ci. On vient d'intégrer parmi nos entreprises mécènes la vice-présidence de l'association Les entreprises s'engagent, par exemple Cofidis, qui est une entreprise de la galaxie Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ouais. On voit à quel point les engagements de Cofidis dans la communauté lui permettent d'exprimer justement et de remplir ses objectifs sociaux, sociétaux, notamment dans le cadre de sa mission d'entreprise. Ouais, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui a créé le dividende sociétal, qui consacre une partie de ses bénéfices annuels. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a vraiment une démarche d'entreprise qui correspond à l'engagement. Quand vous entendez le mot impact, j'aurais pu commencer l'interview par ça, mais spontanément, vous pensez à quoi ? Au sociétal, au S de RSE ou... Nous, on considère qu'une entreprise qui va avoir un système d'engagement le plus complet, le plus performant, c'est une entreprise qui est cohérente, qui est à la fois très forte sur le volet social, sur le volet sociétal et sur le volet environnemental. Maintenant, les entreprises s'engagent, c'est une émanation notamment du ministère du Travail, c'est lui qui a l'impulsion, et elle est née sur le fait de relancer en France l'ascenseur social, de lutter contre les inégalités. Donc on a encore un volet social qui est très puissant, mais progressivement, sur ces 13 thématiques que j'évoquais, on couvre tout le spectre de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Nous, quand on pense d'impact, c'est qu'à un moment, il y a ce dispositif qui est né au cœur de l'État. C'est de savoir si cette vision initiale qui est que État, entreprises ensemble vont plus vite et vont plus loin, est vrai ou pas. C'est ça, notre enjeu. Mais alors, avec cette année de recul, qu'est-ce que vous dites ? Parce que, effectivement, ça pouvait être, on parle souvent, même au sein des entreprises, du travail en silo, des directions qui ne se parlent pas les unes avec les autres. Donc là, c'était deux entités, le public, le privé, qui se regardaient en chien de faïence, qui commencent à travailler un peu mieux ensemble. C'était la même chose entre les différents ministères qui proposaient différentes initiatives. Nous, on est devenu le dispositif unique qui permet de réconcilier ces mondes autour de raisons d'être. Mais ça marche vraiment ? Déjà, premièrement, au moment où on cherche des économies, quand les entreprises s'engagent, son modèle économique, c'est 1 euro d'argent public, 7 euros d'argent privé. Donc c'est assez innovant, c'est la première politique publique financée à 70% par les entreprises. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de savoir si les entreprises qui sont dans la communauté en font plus, moins que les autres. Donc là, il y a le rapport d'impact, effectivement, qui a été remis à la ministre à l'été, en juillet dernier. Et on observe effectivement que les entreprises de la communauté, sur typiquement le sujet qui nous intéresse le plus, qui sont le recrutement des publics les plus éloignés de l'emploi, recrutent en moyenne 10% de publics en plus que celles qui n'y sont pas. Et on parlait tout à l'heure des coalitions locales, ces entreprises qui ont recours aux actions, 2000 actions qui sont mises en place par les clubs, et on voit qu'effectivement, les entreprises qui agissent dans ces clubs recrutent jusqu'à 2,5 fois plus de publics éloignés de l'emploi. Donc on a cette démonstration que ces actions, dès qu'elles sont mutualisées, ça permet d'aller beaucoup plus vite, y compris sur des publics très éloignés de l'emploi. Je pense aux bénéficiaires du RSA. Je pense aux personnes en situation de handicap, où ce sont là les écarts les plus importants en termes de retombées. Et puis, peut-être un dernier chiffre sur la performance, parce que nous, à travers les entreprises s'engagent, dans la continuité de la loi PACTE, notre enjeu, c'était de se dire on va réconcilier performance économique, sociale, sociétale et environnementale. C'est bien de le dire, mais est-ce que dans les faits, c'est vrai ? Et de la même manière, alors c'est des instituts qui ont travaillé pour nous ces rapports, les entreprises de la communauté se disent beaucoup plus performantes que celles qui n'y sont pas. C'est 29% versus 19%. Les entreprises de la communauté ont plus de facilité à conserver les collaborateurs. Il y a des écarts de 25 points entre celles qui sont dans la communauté et celles qui... Donc on arrive progressivement à relier ces deux enjeux. Et j'imagine que ces chiffres-là, vous les donnez quand il s'agit de convaincre. Parce que quand c'est un peu un monde idéal là, dont on parle ensemble, mais quand il y a crise énergétique, crise Covid, géopolitique, chaotique, sans parler du contexte politique aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent attendez, ok, mais ma priorité, c'est d'abord de pérenniser ma boîte. Exactement. Et nous, on leur dit, ça, c'est la priorité qui apparaît à court terme. Une entreprise qui cesse de s'engager à court terme, elle se met en danger sur le long terme. On a un mantra qui est l'entreprise sera engagée ou ne sera pas. Une entreprise qui va, c'est du bon sens absolu, mais à un moment cesser de se tourner vers des publics éloignés de l'emploi dans sa stratégie de recrutement,
à court terme, elle va avoir moins de solutions et à long terme, ça sera plus aucune solution. Donc l'idée de se dire que la meilleure manière d'investir l'avenir, y compris dans des périodes de crise, et là je pense qu'on en a vraiment 104 000 ambassadeurs dans la communauté, mais sauf que quand on n'a plus les moyens d'investir... j'entends l'argument, et nous on le porte ici dans cette émission très régulièrement, mais est-ce que finalement cet argumentaire pour convaincre que vous portez avec conviction, il a plus de mal à passer en période de crise? Mais je pense pas. Je pense qu'en période de crise, c'est contre-intuitif. En période de crise, non, c'est pas contre-intuitif parce que les crises creusent les inégalités. Ouais. Et quand on veut répondre à ces inégalités le plus rapidement possible pour sortir de la crise, quel est l'acteur dans les parties prenantes sociétales qui a la plus grande puissance de frappe, même fragilisée? C'est l'entreprise qui a les compétences, qui a les moyens financiers, mais qui doit garder cet état d'esprit qui est de se dire que le dernier axe sur lequel je vais couper dans ces moments-là, c'est cet enjeu d'engagement qui est de l'investissement d'avenir. Alors, on vous a invité cette semaine parce qu'il y a plusieurs événements à venir. Ce 25 septembre, vous organisez Patron dans ma ville à Bagnolet. Alors, il y a une dizaine de dirigeants de la communauté des entreprises s'engagent. Je vais en citer quelques-uns. Le groupe ADP, BNP Paribas, Transdev, Crit, Media One. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi on va assister, en fait? Il y a un programme qui est, je l'évoquais tout à l'heure, dans les origines même de la communauté des entreprises s'engagent, qui est des entreprises s'engagent pour les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Je disais qu'on avait fait en sorte de rassembler toutes les initiatives du genre au sein d'une même initiative. Le programme Pacte, les entreprises s'engagent pour les quartiers, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, a été intégré dans les entreprises s'engagent. Ça représente aujourd'hui 22 000 entreprises qui, dans cette communauté, passent à l'action à travers notamment des recrutements de jeunes éloignés de l'emploi. Il y a le pacte, et puis il y a des expérimentations, il y a des actions que nous lançons nous-mêmes à l'échelle des entreprises s'engagent, qui consistent à aller vers ces publics. En fait, les jeunes, notamment des quartiers prioritaires de la ville, ils ont beaucoup de talent, mais ils ont très peu d'opportunités. Et du coup, on s'est dit, inventons une action qui permet à des dirigeants d'entreprise, ceux que vous avez cités et bien d'autres, d'aller au contact. La première édition des Patrons dans ma ville, elle a eu lieu le jour de la mort de Naël, l'après-midi même à Sartrouville, avec le patron de Carrefour, avec le patron de Gameloft, avec Demba Yatera, qui est un patron issu des quartiers prioritaires de la ville à Trappes. Il y avait des jeunes qui sont arrivés avec la tête baissée, ils sont repartis avec des étoiles dans les yeux. Et donc, on est en train de faire en sorte que ces actions se déploient partout en France, notamment avec l'aide de France Travail. Et donc, le 25, dans 2 jours, on aura une réplique de cette action qui permet à des dirigeants d'entreprise d'aller voir une vingtaine de jeunes en contrat d'engagement jeune et de leur proposer des opportunités, d'avoir des discussions ouvertes en rond, au même niveau, et de faire en sorte que derrière, on puisse rétablir ce dialogue. Et juste avant, demain, vous signez avec une trentaine de chefs d'entreprise membres de la communauté une tribune sur les mêmes thématiques, quartier de banlieue, politique d'insertion professionnelle. Alors, ça fait des années que des politiques de la ville existent. Mais il y a des inégalités profondes qui demeurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a jeté de l'argent par les fenêtres? Alors, c'est pas à moi d'en juger, mais ça fait des années, effectivement, que les politiques publiques de la ville existent. Et à aucun moment, on s'est dit qu'on allait miser, là encore, sur la force de frappe de ces dirigeants d'entreprise qui pouvaient avoir une partie de la solution. Et nous, on n'est pas en train de dire que tout passera par l'entreprise, comme certains acteurs économiques qui considèrent que ces urgences sociales doivent être seulement prises en charge par l'entreprise. On a dit que c'est le résultat, justement, d'une alliance entre les deux. Et donc, oui, faire en sorte que les entreprises puissent comprendre que dans ces quartiers-là, il y a des viviers de recrutement, qu'il y a un enjeu de formation, que travailler sur les inégalités qui demeurent au sein de ces quartiers, c'est préparer des écosystèmes qui sont plus stables et plus pérennes pour les entreprises elles-mêmes. Ce qui est certain, et il faut qu'on se dise les choses, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui ont fait le choix de recruter, de former, de sensibiliser, d'acheter dans les quartiers prioritaires de la ville. Et donc là, avec la mobilisation de ces 100 chefs d'entreprise qui lancent le mouvement, il y a déjà 10 000 entreprises qui nous ont rejoints, l'idée c'est d'essayer d'aller beaucoup plus loin et de se dire que l'entreprise peut jouer un rôle. Et on va rester sur ce thème avec quelques chiffres sur le chômage dans les quartiers prioritaires. Il est 2,5 fois plus élevé qu'ailleurs. Plus d'un quart des jeunes de 16 à 25 ans sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Si on est très concret, alors donc moi ce que je comprends, c'est qu'il faut déjà une volonté. Là, il y a une centaine donc, de signataires. Il faut des dispositifs. Il faut simplement que les entreprises
changent leur curseur et au lieu de regarder toujours là, se disent tiens, je vais regarder sur le côté. C'est quoi si on est concret dans ce que vous proposez vous pour changer ces chiffres, inverser la tendance. Ce que vous dites, il faut déjà une impulsion politique qui manquait en toute transparence jusqu'à maintenant et longtemps avant. Il faut un cadre, et je pense que le pacte, les entreprises s'engagent pour les quartiers, qui a une mobilisation collective avec des objectifs à se fixer sur le mentorat des jeunes, sur le recrutement des jeunes, sur l'apprentissage, bien sûr, est un cadre. Et puis, les actions concrètes. Bien sûr, Patron dans ma ville, c'en est une. Oui. On en faisait une trentaine un bon exemple, l'année dernière. Oui. Là, on passe à plusieurs centaines, notamment avec l'appui de France Travail. On pourrait aller, si les mécènes nous font confiance, jusqu'à plusieurs milliers d'actions dans les quartiers prioritaires de la ville. Ça, c'est un premier point. Il y a d'autres expérimentations. Pardon, je vous interromps, mais on va parler des autres expérimentations après. Mais à chaque fois qu'il y a un patron dans ma ville, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui trouvent du boulot ou à qui une formation est proposée, ou etc. La promesse d'un patron dans ma ville, c'est que chaque jeune repart avec une opportunité. Okay. À minima, une immersion professionnelle. C'est période d'un jour à un mois dans une entreprise. Contrat d'apprentissage, voire, et on en a vu, je parle de Sartrouville, on l'avait expérimenté, où il y a 3 personnes qui ont été directement recrutées par les patrons qui étaient présents. Bon, on parle des autres expérimentations. Autre expérimentation dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est des opérations qu'on va mettre en place en pied d'immeuble, où on va au contact. C'est l'idée du aller vers, d'ailleurs, de France Travail. Et nous, on y va avec nos entreprises. Donc ça, c'est des actions qui se déploient aussi partout en France. Dans les expérimentations auxquelles on croit beaucoup, toujours dans cette idée du aller vers, il y a le tram de l'emploi qui se déploie dans toutes les villes où il y a un tram, bien sûr. C'est né à Nantes, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon. Ces actions, on part du cœur de ville et on va et on traverse avec le tram tous les quartiers prioritaires de la ville, avec une 50aine de recruteurs à bord. Et pareil, sur toutes ces opérations qui sont des expérimentations du recruter autrement, notamment pour les opérateurs de l'emploi, systématiquement, on est sur des taux de sortie qui sont au-delà de 70-80%. Voilà. Puis on utilise, et là c'est des innovations croisées, le sport, de plus en plus. Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail, disait qu'ils avaient augmenté la part des jeunes des quartiers prioritaires de la ville dans le contrat d'engagement jeune. Je crois que c'est plus 15 à 20% ces derniers temps. C'est simplement en utilisant les clubs sportifs engagés qui sont dans ces quartiers. Et on arrive, via le sport, à réorienter ces populations, ces jeunes, ces habitants, vers les dispositifs qu'on propose. J'imagine là des téléspectateurs, des téléspectatrices, des jeunes qui vivent en zone rurale et qui sont en train de se dire « il est bien gentil, là, ce monsieur Raymond, là, mais il n'y en a que pour les jeunes des banlieues. » Ben non, on a un programme, les entreprises s'engagent pour la ruralité, bien sûr. Avec autant de moyens ? Non, très clairement. Et ça, c'est intéressant. C'est que nous, aujourd'hui, l'action qui est la nôtre, je disais 70% de financement privé, 10% de financement public. Le côté pervers de ce modèle économique, c'est que ça dépend du bon vouloir et de la volonté de nos décideurs, qu'ils soient économiques et politiques. Il s'avère qu'on a un certain nombre d'acteurs, d'entrepreneurs qui commencent à miser sur la ruralité, mais je peux vous assurer que ce n'est que le début. Dans les projets emblématiques, il y a bien sûr toujours ces enjeux qui sont d'aller au contact. Donc, ça ne sera pas un tram, mais c'est des bus avec un mécène comme Transdev. On va avec des bus vers des forums des métiers, vers des actions de recrutement. On emmène ces personnes issues des territoires isolés, reculés. Et puis, il y a tout un projet qui consiste à structurer 2000 épiceries solidaires et inclusives, qui sont à la fois des lieux où, bien sûr, on recrée des lieux de vie dans des villages souvent où on en manquait, mais on va pouvoir là aussi savoir exactement quelles sont les offres d'emploi les plus proches, l'accès à un conseiller de France Travail, etc. etc. Ça, c'est une action qui est très concrète, très symbolique, qui nous tient à cœur parce qu'on recrée du lien au cœur de ces territoires ruraux. Il y a un autre axe de votre engagement, c'est pour les seniors. Vous avez rédigé un guide Engager son entreprise pour l'emploi des 50 ans et plus. Est-ce que vous commencez à avoir des retours d'expérience, d'efficacité sur ce sujet ? Oui, alors des retours assez simples qui sont que les dirigeants d'entreprise qui s'y mettent à recruter des seniors ont une réaction toute bête qui est pourquoi j'y avais pas pensé avant. C'est aussi simple que ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que pour les seniors, il y a une mobilisation collective. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les choses tout seul. C'est une impulsion de la ministre du Travail qui y croit dur comme fer, Astrid Panosyan-Bouvet, qui nous a mis en responsabilité l'ensemble des opérateurs. Je pense à l'APEC, à France Travail, bien sûr à la NDRH, au Club Landois.
et pour essayer de penser à un plan qui consistait dans un premier temps simplement à montrer que c'était possible, à rabattre tous les préjugés qu'on pouvait avoir sur le sujet des seniors, le manque d'ambition, le manque de dynamisme, etc., etc. Et ça, dans un premier temps, ça a pu suffire. On voit que les chiffres progressivement augmentent, le taux d'emploi des seniors augmente considérablement. C'est une bonne chose, il faut aller plus loin. Et là, on arrive dans une phase de passage à l'action. Ça, j'engage toutes les entreprises qui nous écoutent à venir les expérimenter sur le terrain, puisqu'il y a des centaines d'actions de recrutement des seniors, d'actions d'expérimentation à travers des dispositifs de reconversion plus courts. Je pense au dispositif Atout Senior qui est porté par également France Travail, IFOCOP, qui sont des expérimentations de terrain qu'on va accélérer en cette deuxième partie d'année, début d'année 2026. D'accord, mais donc il y a quoi? Il y a un a priori presque culturel contre lequel vous devez lutter? On oublie souvent que les compétences n'ont pas d'âge, qu'elles ont seulement de la valeur et que dans nos entreprises, on oublie aussi que c'est tout le sujet de la transmission des compétences qui est en jeu. Et donc, effectivement, de manière très naturelle, un dirigeant d'entreprise, à 2 candidats égaux, il avait tendance à se tourner vers le plus jeune d'entre eux. Or, tous ceux qui s'y sont mis, et là, il suffit d'être avec nous sur les déplacements des clubs, les entreprises s'engagent, vous disent non, il n'y a pas de problème de stabilité, il y a en plus des capitaux de compétences qui peuvent être transmis de manière plus facilement, et c'est là aussi une source de performance pour l'entreprise. Mais alors, je vous écoutais tout à l'heure parler de la ministre actuelle, Astrid Panosyan-Bouvet, mais des ministres du Travail qui disent « Oh là là, moi je vais m'occuper de l'emploi des seniors », je sais pas, ça fait 30 ans que j'en entends, quoi. Moi, j'ai entendu des ministres, et on en était, c'est pour ça que je le dis, s'occuper de l'emploi des jeunes. Je crois que la ministre Astrid Panosyan-Bouvet, avec Catherine Vautrin, est l'une des premières à s'attaquer à l'emploi des seniors. C'est, à mon sens, C'était bien cosmétique quand on l'entendait chez les autres. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la première fois qu'un plan global, concret, et avec des premières réussites qui sont finalement assez intéressantes, est déployé. Et parce qu'on est en retard par rapport, pardon de vous interrompre, on est en retard encore par rapport à nos voisins européens sur l'emploi des seniors. On est très en retard sur ces sujets par rapport à l'Allemagne, au Danemark, où globalement les taux d'emploi des seniors sont effectivement beaucoup plus bas. En France, je crois qu'il doit être autour de 60% aujourd'hui, donc ça fait plus d'un senior sur 3 qui est encore en recherche d'emploi. Mais je le dis, et c'est assez rare pour être souligné, ce qui s'est passé sur le sujet des seniors, c'est une mobilisation collective des opérateurs sans précédent. Quand vous dites les opérateurs... Les France Travail, l'opérateur public. Les entreprises s'engagent, et tous les acteurs qui sont, bien sûr, dans la société civile mobilisés. Je pense au Club Landois, à Senior Force Plus. Et le fait d'avancer ensemble, c'est encore l'idée du bon sens qui est qu'ensemble, on va beaucoup plus loin, nous permet quand même d'avoir aujourd'hui des premiers résultats et de l'optimisme pour la suite. Il nous reste 2 minutes. Si on se projette, est-ce qu'il y a d'autres grandes causes comme ça? Parce qu'on peut considérer que ce sont des grandes causes, l'emploi des seniors, l'emploi des jeunes, que ce soit en zone rurale ou en quartier prioritaire de la ville. Est-ce que vous avez identifié comme ça un autre levier à activer en disant là, on est en retard et avec ce mécanisme, la public-privé, on peut être efficace? Oui, et il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur quand on vient de cet ADN de la jeunesse, c'est la voie professionnelle. C'est qu'en France, il faut effectivement une voie d'excellence. Les lycées professionnels, exactement. Essayer de les promouvoir, quoi. Oui, parce qu'on considère encore c'est la voie pro comme une voie de garage, et très honnêtement, pour faire des actions toutes les semaines avec ces jeunes, on est quand même pas loin de réussir en musclant le jeu, là aussi, la mobilisation des entreprises, la découverte des métiers, du lien école-entreprise, le fait que des entreprises puissent rentrer dans les lycées. On aimerait lancer prochainement l'opération Pro dans mon lycée, dans tous les lycées professionnels de France, à la manière du Duo Day sur le handicap, pour que des entreprises rentrent dans les lycées professionnels. 40% des jeunes issus de ces filières ne trouvent pas de travail après 6 mois. Donc ça, c'est un vrai chiffre pour nous. Pourquoi? Souvent parce qu'il y a un manque de lien avec l'entreprise. On parle de lycée professionnel et vous nous dites que les entreprises n'y rentraient pas. Exactement. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose d'assez simple. C'est de maintenir les ambitions passées, d'ailleurs, du gouvernement sur le sujet, avec des mécènes privés. C'est toute l'originalité, qui va déployer toutes les solutions technologiques qui permettent de connecter nos entreprises à ces lycées professionnels, de faire en sorte que nos clubs, ces 600-700 personnes dont je parlais tout à l'heure,
mettre en priorité en place des actions de découverte des métiers. On a besoin pour ça de déverrouiller encore un peu les portes des écoles d'éducation nationale, mais on y parvient, il y a des grandes avancées sur le sujet. Puis de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises dans tous les formats de politique publique qui sont opérés. Je pense notamment au programme Avenir Pro des France Travail et de Mission Locale, où il manque encore des entreprises qui viennent au contact de ces jeunes. Donc voilà, donc il y a plus de 8 axes, je ne vais pas les détailler ici, mais c'est vrai que ça, c'est une ambition qui nous tient beaucoup à cœur. La jeunesse, pour le coup, c'est aussi un investissement d'avenir. Et si on n'aide pas ces jeunes, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, Sylvain Raymond, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.